Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à cette deuxième journée de panel qui s'organise ici à la RTEDUC, la radio, télévision thématique de l'éducation, des panels qui porteront sur la relance du secteur de l'éducation. Principalement, nous allons rentrer dans le 4 sous-secteurs. Et ce deuxième panel recevra pour vous le professeur Rombo Mbaouté Nana. Il est expert du PERS. Avec lui, nous allons parler de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Quelles leçons pour l'avenir du système éducatif? On parle de l'éducation au niveau de la base, mais aussi quel est l'impact de ces différents projets dans la consolidation de la gratuité, mais aussi comment faire pour réussir la qualité. Il nous donnera sa façon de voir les choses. Nous allons également recevoir, ou nous avons aussi reçu, M. Hilaire Yongo, qui est directeur chef des services de la direction de l'éducation à la vie courante, DVC. Avec lui, nous allons parler de la scolarisation des filles, enjeux et perspectives. Alors, je m'en vais déjà vous recevoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer et démarrer déjà avec vous, Monsieur Rombo Nana. Première question, c'est beaucoup plus cet exposé. Hier, nous avons constaté le ministère de l'EPST, le gouvernement, le ministère hier, j'ai dit aujourd'hui, le ministère de l'Éducation, en général, le gouvernement congolais s'investir pour la consolidation de la gratuité, mais il y a beaucoup à faire. Maintenant que le regard arrive vers la qualité, il y a encore un autre discours à tenir. Alors, avec vous, nous parlons d'abord de ces documents, ces dogmes, la stratégie sectorielle de l'éducation. Pensez-vous que cette stratégie a prévu tout ce qu'il faut pour relancer les sous-secteurs de l'éducation? On parle ici de l'éducation nationale. Effectivement, je pense que Votre micro. La stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation avait prévu beaucoup d'axes en réalité pour relancer l'éducation et l'amener au niveau de la qualité que l'on souhaite. La stratégie a veillé sur les aspects des qualités, les aspects d'accès, donc l'accessibilité à tous les enfants, mais aussi des aspects de la gouvernance. Je pense que c'est la première fois que l'accent a été mis sur l'aspect gouvernance, et c'est ça qui est important. On ne peut pas dire que la stratégie a tout prévu. Hein? La stratégie a prévu les éléments essentiels, et nous n'avons pas encore fini de les mettre en pratique. Donc je pense, pour répondre à votre question, que la stratégie a été suffisamment explicite pour que l'éducation se mette sur le rail. Et il y a encore des efforts à faire au niveau de la mise en œuvre de cette stratégie, même si on pense à une autre stratégie, parce que la première va arriver à échéance, mais celle-là a encore des éléments qui vont être reconduits parce que non encore appliqués. Voilà, vous êtes également expert du PERS. Quel a été l'impact ressenti de ce projet sur l'accompagnement de la consolidation de la gratuité, mais aussi, on parlera de la qualité. Quels sont les grands défis majeurs dont fera face le gouvernement de la République démocratique du Congo pour asseoir cette qualité? C'est important de parler de la qualité au moment où on parle de la gratuité. Comme vous le savez, le projet PERS, qui est intitulé projet d'équité, et renforcement du système éducatif. C'est un projet qui est venu pour soutenir la gratuité, essentiellement. Mais il va au-delà des aspects de la gratuité, parce que la gratuité devait rappeler les enfants qui étaient en dehors de l'école. La gratuité devait inciter les parents à amener les enfants sans être bloqués par les aspects financiers, mais cela ne suffit pas. Alors, le projet a tenu, en fait, à aller au-delà, c'est-à-dire prendre les axes essentiels du redressement du système éducatif. Par exemple, donc, comme vous le savez, il y a sept axes importants dans lesquels le projet travaille. Le premier qui est celui de la tenue des statistiques, la collecte des données statistiques pour que la direction du ministère, les autorités
au niveau du pays sachent comment ils orientent la planification de l'éducation. Et ça dépend de la collecte des données. Et le projet renforce justement la collecte des données. Et aujourd'hui, nous en sommes à l'informatisation de la collecte des données, donc être capable d'avoir les données en temps réel pour les 10 provinces perses. Mais maintenant, nous sommes déjà passés à l'élargissement de ces outils au niveau de l'ensemble du pays. Donc ça, c'est l'un des axes que le projet exploite. L'autre axe concerne justement l'accès, améliorer l'accès des enfants à l'école, donc veiller à ce que, grâce à la gratuité, tout le monde vienne à l'école. Il y a un axe qui concerne le fonctionnement des écoles en ce qui concerne les frais que l'État donne aux écoles et aux bureaux gestionnaires. Et là, il y a des efforts maintenant avec un système nouveau qui calcule les frais en fonction des vrais besoins des écoles et des bureaux gestionnaires. Ce système est déjà d'application. Il y a le recrutement, parce que vous évoquez la gratuité, plutôt la qualité. La qualité dépend de la qualité des enseignants. Le recrutement doit se faire désormais sur base des mérites et non pas seulement sur base des papiers que détiennent les enseignants, parce que vous savez, le diplôme n'est qu'un papier, une présomption de compétences. Mais il faut encore qu'on analyse et qu'on vérifie par les tests que les enseignants sont capables, et c'est ça qu'on est en train d'instaurer maintenant, le recrutement sur base des mérites, aussi bien des enseignants que des directeurs d'école, et le projet PERSE travaille là-dessus, c'est déjà en cours d'implémentation. Un autre axe concerne la rationalisation des bureaux gestionnaires. Comme vous le savez, donc les bureaux gestionnaires sont des services de proximité au niveau local, au niveau provincial, pour accompagner le fonctionnement des écoles. Et ces bureaux ont un gros problème. D'abord, ils sont pléthoriques et ils ne sont plus efficaces. Et donc, rationaliser, c'est-à-dire avoir le nombre requis, qui est un nombre assez réduit par rapport aux effectifs actuels, et mettre en place un système de travail qui soit le plus efficace possible. Et un dernier point qui est important pour ce projet qui n'existe nulle part, c'est le système, si vous voulez, d'équité au niveau de valeurs que l'on applique, c'est-à-dire il y a des injustices, il y a la corruption, il y a beaucoup d'antivaleurs dans les systèmes éducatifs, comme dans l'ensemble de services publics ou dans les pays. Alors, je crois que le ministère est le premier secteur, le ministère de l'Éducation va être le premier secteur à mettre en place un système qui combat les antivaleurs, qui donne la possibilité à chaque personne, chaque enseignant ou parent d'intervenir, de faire appel, de dénoncer des cas, des abus, des injustices qu'ils constatent, avec la mise en place d'un téléphone vert, donc à l'eau-école, et ça fonctionne déjà très bien. Et donc, vous voyez, le projet PERSE a amené tous ces outils pour accompagner la gratuité. Très bien. Alors, avant qu'on nous donne la parole à M. Hilaire, qui est là, moi, j'aimerais que vous puissiez nous parler un tout petit peu de la qualité, puisque dans tout ce que vous avez fait, on a senti la volonté de ramener les enfants à l'école. C'est beaucoup plus l'accès comme élément essentiel de votre démarche. Maintenant que les choses s'orientent vers la qualité, on parle, même certaines personnes, je veux le dire, je paraphrase, parlent de surnombre dans des salles de classe et même de la gestion des effets induits. Alors vous êtes expert, pas seulement du PERSE, mais vous avez également un regard général. Quelle devrait être la stratégie du gouvernement congolais pour réussir la qualité? Qu'est-ce qu'il faut avant tout? Où est-ce qu'il faut avant tout toucher pour que la qualité soit une réussite en RDC? De l'éducation, bien sûr. Merci de me poser cette question sur la qualité. Je vais d'abord relever un point, disons, corriger une position qui n'est pas correcte, parce que les gens lient la baisse de la qualité avec la gratuité, ce qui est archi faux. Le problème de la qualité s'est posé depuis déjà
avant l'élaboration de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, avant que la gratuité ne soit appliquée telle que nous la connaissons maintenant, c'est-à-dire la gratuité intégrale pour l'enseignement primaire. Toutes les réformes qui ont été proposées au niveau du secteur de l'éducation visent principalement la qualité, parce que le constat est celui-là d'un faible niveau aujourd'hui des formations au niveau primaire, secondaire, même universitaire. Et cette qualité a des indicateurs. On voit comment les enfants qui arrivent à l'université ne savent pas écrire, parfois même ne savent pas lire, comment les écoles fonctionnent sans aucun manuel, sans bibliothèque, en dehors de quelques ouvrages de programme. On voit les enseignants qui sont d'un niveau très faible parce qu'ils n'ont pas fait les études pédagogiques convenablement. On voit même le contenu du programme de formation des enseignants qui est très très faible. Les humanités pédagogiques, maintenant, on se rend compte qu'elles ne sont pas capables de nous donner les enseignants qu'il faut pour les primaires. Parce que la réforme de l'époque a orienté la section pédagogique vers l'université. C'est des humanités pour avoir un diplôme d'État. Et tous ces élèves qui finissent la section pédagogique sont à l'université. Le but, ce n'était pas cela. Et on a supprimé les cycles courts qui formaient les enseignants immédiatement utilisables. Aujourd'hui, on est en train de se demander comment avoir des enseignants qualifiés. On a même mis en place un système de formation en dehors des humanités pédagogiques avec les écoles de formation des maîtres. Donc le problème de la qualité est beaucoup plus complexe que le simple fait d'avoir à instaurer la gratuité. Bien entendu, quand vous avez dans une classe 100 élèves pour un enseignant, ça ne fonctionne pas du point de vue de la qualité. Mais ça, c'était avant la gratuité, s'il vous plaît. L'afflux des enfants dans les écoles est dû à la croissance démographique. Pas à cause de la gratuité, mais d'abord à cause de la croissance démographique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut réparer tout ça. Très bien. Alors, je l'ai annoncé, il s'appelle M. Hilaire Yongo. Oui, Yongo, directeur chef des services de la direction de l'éducation à la vie courante, DVC, en sigle. M. Hilaire, bienvenue. Avec vous, nous parlons de la scolarisation des filles, enjeux et perspectives. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État congolais a pu réussir la scolarisation de filles comparativement à hier, où la plupart étaient utiles pour le mariage et autre chose? En fait, il y a une partie des réponses déjà qui a été donnée par le prof, parce que les actions qui ont été inscrites dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation avaient prévu toutes ces actions-là, en commençant par l'universalisation de l'école primaire. Donc quand nous parlons déjà de cet afflux-là, donc c'était aussi une façon aussi de corriger une certaine injustice, où, comme vous le dites là, les filles étaient un peu vouées au mariage et autres, mais avec la gratuité aujourd'hui, on peut dire que l'État congolais a réussi un peu à résoudre un peu ce problème-là de scolarité des filles. Et nous devons noter que le problème de la scolarisation des filles, c'est un problème de droit. Tous les enfants ont le droit à l'éducation, garçons ou filles. Alors, c'est ainsi qu'avec l'universalisation de l'enseignement primaire, aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement a trouvé une partie des solutions. Parce que le chemin est encore long, le cursus scolaire ne se limite pas à l'école primaire. Donc, il faut avancer au niveau secondaire. Donc, pour le moment, la solution est trouvée déjà aussi à partir de la gratuité. Quelles sont les statistiques? Les statistiques, bon, pas en termes de pourcentage, mais on a au moins plus de 5 millions d'enfants qui étaient hors circuit scolaire, qui ont intégré maintenant les circuits scolaires. Des filles? Des filles. Je pense que nous revenons des supervisions nationales des épreuves certificatives. Et dans bon nombre de provinces, aujourd'hui,
les statistiques filles est en train un peu de submerger un peu les statistiques garçons. Donc, il y a dans certaines provinces, nous sommes déjà à 52-53% des filles, et il y a dans d'autres, on est à, soit c'est 50-50, il y a d'autres, en tout cas, on a quitté le bas échelle pour arriver vraiment à un niveau plus élevé. On sent quand même une sorte de réticence lorsqu'on parle des sciences et des technologies. L'adhésion des femmes et des filles pose encore problème. Quelle est la stratégie du gouvernement pour faire adhérer également les filles aux options des sciences et des technologies ou aux sciences et aux technologies? Je pense que dans le document de stratégie, des stratégies de scolarisation des filles, ce sont des choses qui ont été mises vraiment en exergue, surtout quand bien entendu, vous avez posé une très bonne question, parce que pour le moment, avec la scolarisation des filles, on met l'accent beaucoup plus sur le programme novateur. Entre autres, on a participé à d'autres conférences où on parle les filles peuvent aussi coder. Donc ils sont beaucoup plus, parce que pour donner aussi cette autonomie aux filles, en tout cas la technologie, les numériques a une place de choix dans le cursus. Et aujourd'hui, les actions sont menées pour encourager les filles à embrasser les filières techniques et les filières numériques. Qu'est-ce qui est exactement fait pour motiver ces filles par le gouvernement congolais en termes de politique claire? Oui, bon, en termes de politique claire, il y a ce que nous appelons le mentorat. Parce qu'il faut toujours partir des modèles, il faut toujours partir des exemples pour arriver à motiver les filles qui sont encore au niveau du secondaire pour embrasser cette filière-là. Très bien. Et on parle également de perspectives. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes satisfait des statistiques qui démontrent qu'il y a quand même un bon retour de ces filles au milieu scolaire. Mais qu'est-ce que projette le gouvernement par rapport à la suite? Bon, à la suite, il est question de créer un peu cet équilibre. Parce que bon nombre sont maintenant au niveau primaire, mais ils doivent être déversés au niveau secondaire. Maintenant, il faut une bonne politique. Aujourd'hui, nous pouvons quand même parler... Elle existe ou elle est absente, cette politique, non. cette bonne politique? Oui. Il y a présentement, par exemple, nous avons le programme, le projet d'autonomisation et de scolarisation des filles, qui a créé, c'est un programme à son sein en rapport avec le bourse scolaire. On donne le bourse à toutes les filles qui embrassent les secondaires et dans toutes les filières. C'est pas discriminatoire? Non, ce n'est pas discriminatoire. C'est juste, on est en train de réduire un peu les disparités et rétablir un peu diminuer un peu les écarts qui existaient entre les filles et les garçons scolarisés. Et avec ça, nous avons aussi, parce que ça ne se limite pas là, parce que je crois que j'ai suivi les informations, il y a quand on paye même l'accès, quand on est à l'accès, il y a quand même d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Et dans le projet, par exemple, PAF, on va même donner des subsides aux parents pour subvenir aux besoins comme des uniformes, des objets classiques, même les transports de ces filles-là, juste pour rétablir l'équilibre. Voilà, on parle également de la gratuité, plutôt de la qualité. On a entendu le professeur ici, on peut nous faire sa petite démonstration en termes de propositions. On aimerait également vous entendre, puisque là, on va vous sortir un peu de votre casquette, de votre confort en tant que directeur au sein du ministère. On vous prend comme expert. Quels sont les défis majeurs dont fera face le gouvernement congolais pour asseoir cette qualité? Parce que la qualité intègre beaucoup d'aspects, ça a été dit ici, mais quels sont les éléments fondamentaux qui peuvent enclencher facilement et rapidement cette qualité de l'éducation, bien sûr? Je crois que le prof l'a dit, comme au niveau primaire, on met l'accent, parce que quand nous parlons de la scolarisation des filles, quand nous parlons de la stratégie, de l'accès et la qualité, tout ça là, on oublie un élément important. L'élément important, c'est l'enseignant aussi. On ne met pas l'attention sur l'enseignant. Mais avec le projet PERS, ils ont mis l'accent sur les enseignants du primaire, mais les recrutements par mérite. Et aussi,
au niveau du secondaire aussi, je pense que... Il y a également un problème à ce niveau. Oui, il y a un problème à ce niveau-là, parce que c'est un problème qui fait un relais entre les secondaires et l'université. Alors, il y a une sorte de coordination qui doit, parce que c'est la formation initiale auquel on doit s'y attarder, et aussi voir la formation continue. Alors, au niveau du secondaire, avec le programme d'octroi de bourse des filles, il y a aussi le recrutement des enseignants par mérite. Mais ces enseignants-là doivent maintenant intégrer, disons, la fonction publique ou bien la dynacopée pour être pris en charge par le gouvernement congolais. Parce que faire les recrutements, c'est une autre chose. Mais les affecter aussi dans les écoles pour qu'ils soient rémunérés normalement, ça en est aussi une autre chose. Donc on est déjà dans le processus de recrutement par mérite. Et il faut maintenant les intégrer aussi pour voir comment ils vont prêter aussi main forte pour commencer au moins à donner un peu cette qualité-là dont nous crions pour que ça ne soit pas un slogan. Quels sont les facteurs, professeur, on va finir avec cette question, je vais vous départager d'ailleurs, je vais vous la départager. Quels sont les facteurs aujourd'hui qui impactent négativement sur la qualité de l'enseignement? Je pense que aujourd'hui, nous sommes butés à un problème de planification scolaire. La carte scolaire a été perturbée aussi bien par le service officiel, les services étatiques, les coordinations des églises, le secteur privé. Et il faut revenir là-dessus. Parce que nous ne savons pas exactement quel est le besoin de scolarisation de la population prise dans chaque milieu. Nous avons un déficit des statistiques, en général dans les pays, mais aussi au niveau du secteur. Les statistiques que nous avons sont des statistiques de la population scolarisée. Encore une fois, nous sommes très en retard pour sortir les annuaires statistiques, 2 ans, 3 ans, et c'est déjà un problème. C'est-à-dire que nous ne planifions rien. Il faut combien d'écoles? Personne ne le sait. On va dire on va faire 1000 écoles, mais 1000 écoles, c'est suffisant? Point d'interrogation, parce que vous n'avez pas les statistiques. Deuxièmement, 1000 écoles où? On ne peut pas dire on va faire 1000 écoles et on divise par le nombre de provinces, on va les faire dans chaque province. C'est aberrant. Il y a des milieux qui ont plus besoin d'écoles que d'autres. Et même quand vous prenez les villes, vous dites voilà, la population est là plus élevée qu'ailleurs. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir plus d'élèves que dans une zone pour beaucoup de raisons. Il y a les écoles qui existent, il y a le niveau économique des parents. Donc nous avons besoin des statistiques sur la population scolarisable. Et donc quand nous aurons résolu ce problème-là de la carte scolaire, nous pourrons alors planifier la construction des écoles là où ça doit être. Et donc permettre aux enfants d'aller dans les écoles de manière, si vous voulez, correcte. Pas des écoles, des classes surpeuplées. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la qualité des enseignants. Et puis, il y a l'équipement des écoles. Et il y a les frais de fonctionnement des écoles. Il y a la rémunération, la motivation des enseignants. Tous ces facteurs, nous devons les régler, mais à la base, savoir quelle est la planification scolaire que nous faisons pour être efficace. Sinon, ça sera simplement un tâtonnement. Jusqu'à présent, on n'a pas encore basé la politique éducative sur des approches rationnelles, notamment celle de la carte scolaire. Merci, merci beaucoup de votre disponibilité. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était ces panels
qui a été animé par M. Hilaire Yogo, qui est directeur-chef des services de la direction de l'éducation à la vie courante. Il a été là avec nous. Ensemble, on a parlé de la scolarisation des filles, enjeux et perspectives, mais aussi il a eu à donner son commentaire sur la qualité de l'éducation. Nous avons également reçu le prof Rombo Nana. Avec lui, nous avons parlé de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Mais aussi, il a parlé de l'impact du PERS, qui est un projet dont bénéficie le ministère de l'Éducation nationale. Il est expert au PERS. La suite, c'est avec le prochain panel et avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.